Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés aujourd'hui à ce Filière Explorer. Donc, je suis Simon Bretin, vice-président de Digital 113. Donc, malheureusement, Emmanuel Mouton, qui est le président, n'a pas pu être présent, donc je me permets de le suppléer, ce qui est effectivement le rôle de vice-président. Donc, je suis ravi aujourd'hui, finalement, pour ce premier événement réel après la conférence qui a eu lieu de cette 6e saison de Digital is Future centrée sur l'industrie du futur, qui est donc le Filière Explorer, dans laquelle on va découvrir les enjeux de cette filière. Alors, j'espère que Digital is Future maintenant est un format que vous connaissez tous. Je vous rappelle, l'enjeu, c'est vraiment d'aider les entreprises d'un secteur en particulier à se digitaliser. Donc, cette saison, on va spécialement s'adresser au monde de l'industrie. Qui est un monde finalement dans lequel, alors déjà, qui est au cœur de l'actualité, puisqu'on parle beaucoup de relocalisation, de réindustrialisation française. Et chez Digital 113, on pense que le numérique a forcément sa carte à jouer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Digital 113 qui pense, puisqu'on a réuni autour de nous pour préparer cette édition, et notamment ce Filière Explorer, un certain nombre d'acteurs de la filière au travers d'un comité de pilotage. Voilà, donc je tiens particulièrement à remercier tous les gens qui ont participé. On était une petite dizaine de partenaires. Je voudrais vraiment faire un merci tout particulier à François-Marie d'Aerospace Valley et Didier du LAS qui ont vraiment été hyper, et puis Eric aussi de CGI, avec qui on a vraiment bien collaboré et essayé de bâtir pour vous en fait une saison qui est vraiment du corps, qui essaie de montrer pourquoi le numérique est important pour cette industrie, en quoi ça doit aider et ça les aide à effectivement devenir plus performants et ça va aider notre économie au sens plus large à mieux performer, si je puis dire, ou en tout cas à mieux fonctionner. C'est que le numérique, ça a plein de tenants, plein d'aboutissants. Ça touche aussi bien les compétences, des aspects très techniques. Ça peut toucher à la stratégie, notamment au travers de la data. Ça touche beaucoup à l'humain au sens large, puisqu'on peut avoir des craintes de remplacement de l'humain au travers de technologies numériques. Or, on voit que la réalité, c'est plutôt que le numérique va aider ces personnes-là et qu'on a besoin de mains de force augmentées, entre guillemets, dans le monde de l'industrie. Donc, on a vraiment des enjeux très vastes. Et donc, aujourd'hui, tout particulièrement, ce Filière Explorer va nous permettre de découvrir un peu tous ces enjeux. Donc, je vous remercie par avance tous les intervenants qui vont nous présenter ça. Je vois Stéphane qui connaît particulièrement ça, Didier Coupine qui pratique au quotidien. Donc, je pense que le format va être hyper intéressant. Angélique vous présentera tout à l'heure les prochaines dates, mais moi, je tiens en tête notamment le 11 octobre, qui est une date importante avec Cap Numérique, dans lequel on verra des retours d'expérience. Et ça, moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, c'est l'effort qu'on essaie de faire, notamment au travers de ce format chez Digital 113, c'est de vous montrer concrètement, par des exemples, comment le numérique, ça se passe vraiment dans vos entreprises, dans vos organisations. Et je suis convaincu de cette force-là. Donc, un grand merci à vous tous d'être présents. Un grand merci à tous les participants, que ce soit comité de pilotage ou aujourd'hui, qui vont nous permettre d'y voir plus clair sur les enjeux de cette filière industrie du futur. Je vous souhaite à tous une bonne matinée. Et puis, un grand merci quand même, puisque vous savez que des formats d'associations comme celle-là, comme Digital 113, ça marche notamment avec des sponsors qui nous aident à délivrer notre programme. Et donc, un merci tout particulier à Genvia qui finalement aujourd'hui a des enjeux assez importants avec la mise en place de cette filière hydrogène. Mais donc, je vais leur laisser la parole pour ils nous expliqueront certainement plus particulièrement. Et donc, c'est avec un grand plaisir, Yann, que je te laisse la parole pour nous présenter un peu Genvia, nous expliquer pourquoi vous sponsorisez cette saison. Et puis, je vous souhaite à tous et à tous une excellente matinée. Yann, c'est à toi. Merci Simon de me donner la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je remercie également Digital 113 d'avoir donné l'opportunité à Genvia d'être sponsor de cette saison dédiée à l'industrie du futur. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur Genvia maintenant, car je vous en parlerai plus en détail dans la troisième partie de ce programme Explorer. Cette troisième partie qui sera consacrée aux filières industrielles de l'Occitanie. Ce que je peux vous dire, c'est que l'industrie du futur est au cœur de l'activité de Genvia. On la vit au quotidien, et notamment dans notre usine à Béziers, où l'on fabrique la prochaine génération d'électrolyseurs. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes ravis de nous impliquer sur cette saison. C'est aussi l'occasion de nous faire connaître, de pouvoir partager avec vous notre vision de l'industrie du futur et bien sûr de vous éclairer sur les enjeux numériques de notre filière industrielle et notamment ceux qui sont liés au manufacturing 4.0. Donc, Genvia a également choisi d'être sponsor de cette saison parce que nous sommes convaincus que pour pouvoir déployer la première Gigafactory en Occitanie,
Cela pourra se faire uniquement en joignant les forces actuelles de l'industrie avec celles des acteurs du digital. Donc, on compte sur vous. Et puis, merci. Bonne saison à tous et donc à tout à l'heure. Merci, merci Yann et bonjour à tous. Donc, je suis Angélique Randolet, donc je suis en charge du programme Digitalis Future. Et moi, je vais vous présenter rapidement aussi tous les partenaires que nous avons sur cette saison de Digitalis Future Industrie qui co-construisent avec nous et, ce programme, sans qui ce ne serait pas possible. Donc, évidemment, on a Ad-Hoc, CGI, Flutiliant, le Lab Industrie by UIMM, Robotics Place, PADOC, le JP, Mécanique Vallée, Anity, l'Institut Carnot de la Cognition, l'Institut Clément Ader, tout le Tech Transfert, Aerospace Valley et le LAS. Et voilà, donc on a plusieurs événements, donc je vous présenterai à la fin les différents rendez-vous. Aujourd'hui, on est là, donc, comme le précisait Simon, pour le Filière Explorer, pour découvrir quels sont aujourd'hui les grands enjeux de l'industrie et ses grandes problématiques en termes de transformation numérique. Pour ça, on a plusieurs intervenants qui vont prendre la parole à tour de rôle. Donc, tout d'abord, pour présenter de façon assez globale les grands enjeux de l'industrie. Puis après, on ira plus spécifiquement sur quels sont les besoins en digitalisation de la filière, quelles sont les différentes briques technologiques. Et puis, sur un focus en Occitanie avec les grandes filières industrielles. Donc, évidemment, l'industrie, c'est très large, ça touche plusieurs filières. Aujourd'hui, parmi nos partenaires, on va surtout cibler sur l'aérospatiale, la mécanique. Mais évidemment, il y a aussi les filières agriculture, santé, que l'on va traiter aussi sur d'autres formats de Digitalis Future. Donc, pour démarrer, je vais laisser la place à Romain Mitillon de l'UIMM qui va vous présenter du coup les grands enjeux de l'industrie. Et je lui donne la main. Bon, merci Angélique. Bonjour à tous. Donc, Romain Mitillon pour l'UIMM Occitanie. Donc, on va aborder assez rapidement les enjeux de l'industrie vis-à-vis de l'industrie du futur. Et on va voir ensemble comment ces briques technologiques peuvent y répondre. Donc, très rapidement, ça tombe une petite présentation très rapide de l'UIMM pour remettre dans le contexte et réexpliquer pourquoi on intervient aujourd'hui. L'UIMM, c'est une organisation patronale et professionnelle du coup, qui a été conçue par les industriels pour les industriels. Donc, présent sur 3 sites en Occitanie, Montpellier, Toulouse, Figeac. Et on a environ 800 entreprises adhérentes. Et on s'appuie sur 3 piliers en termes d'activité, la relation adhérent, le développement industriel et l'emploi-formation. On se rend compte que ces 3 thématiques vont être fortement liées avec l'industrie du futur. Donc, si on détaille un petit peu plus, tout ce qui est relation adhérent, je vais passer très rapidement, c'est le juridique, l'accompagnement sur l'environnement, les situations de handicap, la promotion des métiers. La formation, c'est de la formation continue et de la formation initiale. Et ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est le développement industriel. On l'a dit, on accompagne des industriels sur tout le territoire, tout secteur d'activité, et on se rend compte qu'il y a un réel besoin d'accompagnement. Et je pense que c'est pour ça que la présentation d'aujourd'hui et le programme Explorer est particulièrement pertinent. Dès qu'on parle d'industrie du futur et l'industrie 4.0, on a besoin d'accompagner les industriels du territoire. Et donc, de son côté, l'UIMM a créé un service qui s'appelle l'Industrie Lab, dont j'ai la charge. Donc, 2 fonctions primaires. La première, c'est accompagner les entreprises au prototypage, et la deuxième, leur permettre de découvrir l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Voilà. Donc, j'étais très rapide sur les éléments de contexte et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur les enjeux de l'industrie. Ça lag un petit peu, je suis désolé. Donc, un petit rappel sur une petite définition avant de rentrer dans le vif du sujet sur la chaîne de valeur. C'est un concept relativement, qui a déjà quelques années, qui est apparu en 1985 par l'Américain Michael Porter, qui consiste simplement en fait à subdiviser une entreprise en un certain nombre de maillons. Donc, toutes ces activités vont être divisées en maillons interconnectés les uns avec les autres. Une entreprise, on va avoir quelque chose, une entrée, donc une ressource, pour avoir une sortie, donc un produit ou un service, et avec la création de valeur. C'est le propre, c'est la vocation de l'entreprise, c'est la création de marge, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de perdurer et d'exister.
Et c'est pour ça qu'on parle de chaîne de valeur. En fait, on va subdiviser l'entreprise comme une multitude de maillons qui vont interagir les uns avec les autres et qui vont permettre, en bout de chaîne, de créer de la valeur ajoutée au produit final. Comment on le caractérise habituellement? On va avoir tout ce qu'on appelle les activités de base. En fait, c'est les activités de production. On va avoir tout ce qui va être lié à la logistique entrante, ça va être lié au stock, aux matières premières, par exemple. La partie opérationnelle, donc c'est vraiment l'activité de production en tant que telle. La logistique sortante, c'est la gestion des stocks, la fourniture du produit ou du service. La partie marketing, c'est tout ce qui va vous permettre de faire connaître votre produit et votre caractère différenciant. Et les services, c'est tout ce qui va permettre également de créer de la valeur ajoutée au produit. La maintenance, le service après-vente. Et en parallèle de tout ça, donc de ces activités de production, on va retrouver toutes les activités, ce qu'on appelle de soutien, donc notamment les infrastructures de l'entreprise. Ça va être les services, par exemple, administration, financier, comptabilité. La gestion des ressources humaines. Forcément, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui va gérer les ressources et les capacités hommes de l'entreprise. Le développement technologique, c'est plus traditionnellement appelé R&D ou innovation. Et enfin, les achats, c'est le service qui va nous permettre d'avoir la matière première pour la production, car pour bien produire, il faut bien l'acheter. Voilà. Et donc, ce maillage, en fait, des différentes activités de l'entreprise est primordial dans l'étude de sa stratégie, puisqu'en fait, en analysant les différentes interactions entre les différents maillons, c'est ce qu'on va appeler l'analyse de la chaîne de valeur, ça va nous permettre d'identifier nos leviers de performance. Une entreprise performante, c'est une entreprise qui est capable de créer de la valeur. Plus elle va créer de la valeur entre l'élément entrant et l'élément sortant, plus l'entreprise va être considérée comme performante. Donc, cette chaîne de valeur nous permet d'analyser les interactions entre les différents services. Ça nous permet également d'analyser les points de compétences vitales, donc les compétences clés pour l'entreprise à absolument faire perdurer et garder en interne. Ça nous permet de déterminer des activités à forte valeur ajoutée pour l'entreprise et donc nous permettre d'orienter aussi sur une stratégie d'externalisation des activités, sur les activités à plus faible valeur ajoutée. Et enfin, par rapport à l'étude marché, l'analyse de la chaîne de valeur nous permet d'analyser les opportunités de diversification. Voilà, donc c'est un petit rappel, parce que la chaîne de valeur, on va en reparler dans les enjeux de l'industrie. Deuxième petit rappel, on parle d'industrie du futur, on parle d'industrie 4.0. Un petit rappel sur le pourquoi le 4.0, simplement parce qu'on considère qu'on est à la 4e période de révolution industrielle. La première ayant eu lieu au XVIIIe siècle, à chaque fois avec un boom technologique et une capacité de disponibilité en termes de technologie sur le marché, qui nous permettent de faire un bond dans nos moyens de production et de nous permettre à nos industriels d'être plus compétitifs. J'ai envie de dire que c'est encore plus vrai aujourd'hui, parce que si on fait un zoom, ça a été annoncé en introduction, on a cette capacité technologique et ce besoin de digitalisation et d'utilisation de la technologie qui est vrai et existant. Mais en plus de ça, on a un contexte un peu particulier, malheureusement. Ça a commencé en 2017 déjà avec une stratégie politique de la France qui a cherché à réindustrialiser un certain nombre de choses avec des plans France 2030, ce type de choses, donc des plans nationaux et régionaux, donc avec une volonté de remettre en local un certain nombre d'industries. Un peu plus récemment, en 2019, on a eu un contexte sanitaire très compliqué avec le Covid et on s'est rendu compte, ça a mis en exergue la problématique d'avoir une chaîne de valeur mondialisée et donc d'être dépendant d'un certain nombre de pays pour un certain nombre de choses. Donc, on a commencé à rapatrier, si je puis dire, un certain nombre d'outils de production en Europe pour être au plus proche. Et même en Europe, 24 février 2022, la guerre est à nos frontières et on se rend compte que même l'Europe, ce n'est pas toujours ça. Donc, il y a une volonté de réindustrialiser encore plus proche. Et donc, c'est pour ça que, malheureusement, parce que les contextes Covid et la guerre en Ukraine ne sont pas des événements très, très joyeux, mais ça reste une source favorable pour le renouveau industriel en France. Et donc, par contre, on ne fait pas de la technologie et du coup d'un renouveau industriel juste pour le plaisir.
il y a de véritables enjeux derrière. Et cette technologie, enfin, ce boom technologique doit servir les enjeux industriels. En fait. Le premier critère pour un industriel, c'est d'être compétitif. Si un industriel n'est pas compétitif, il ne vend pas et il met simplement la clé sous la porte. Et pour être compétitif, aujourd'hui, un industriel doit répondre à 5 enjeux, des enjeux économiques, environnementaux, sociétaux, organisationnels et technologiques. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, les enjeux marché ou économiques. Le marché actuel est très variable, il fluctue beaucoup, il est gouverné par le client. Et donc, cette industrie du futur doit permettre à l'industriel de s'adapter, d'être agile, de gagner en flexibilité, d'être innovant, en fait, d'avoir des caractères différenciants par rapport à ses concurrents. On va parler du degré d'innovation, de la qualité produit, de la fonctionnalisation du produit, et donc, in fine, de travailler sur des produits à forte valeur ajoutée. Forcément, une réduction des coûts de production et des délais. Donc, on va dire que le marché est de plus en plus contraignant et variable pour l'industriel. Ces technologies vont aussi devoir permettre à l'industriel de créer de nouveaux services, car on le voit, la valeur ajoutée est aujourd'hui plutôt axée sur les services associés aux produits plutôt qu'aux produits purs. Et permettre aussi, pour finir, de s'adapter aux clients et d'anticiper ses besoins. La clé sera dans l'anticipation. Pas tout d'être agile, c'est d'être agile, mais de manière cohérente. Et donc, c'est dans ce sens-là, par exemple, la data pourrait être intéressante pour faire du marketing client et puis du marketing produit. Voilà, c'est le premier enjeu industriel. Le deuxième, ça va être un enjeu technologique. On l'a vu, vous le savez, vous le rencontrez tous les jours. Il y a de nombreuses technologies ou briques technologiques disponibles sur de nombreux secteurs d'activité. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les faire pénétrer dans l'industrie. Et du coup, un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on va permettre le bon déploiement de ces technologies sur les sites de production en entreprise. Que ça aille sur les technologies de pointe ou sur les technologies de communication. Donc là, il y a un véritable enjeu puisque ces technologies-là vont derrière permettre à l'industriel d'être plus compétitif en, par exemple, améliorant son autodiagnostic, ses capacités de contrôle, sa flexibilité, la fonctionnalisation avec la fabrication additive. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles on doit travailler pour rendre plus facile et plus accessible cet accès technologique. Et on le voit, alors c'est pas mauvais, mais en France, on a tendance à être un peu en retard en termes d'investissement par rapport à nos voisins européens, ce qui peut expliquer que, par exemple, l'Allemagne est considérée comme étant un pays un peu plus industriel que la France. En France, on a tendance à investir un peu moins et c'est là où on a le frein aujourd'hui. Le troisième enjeu, c'est un enjeu organisationnel. On le sait, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les industries et les marchés sont spécialisés. Et dans les pays plutôt occidentaux, pour se développer, une entreprise va plutôt s'appuyer sur ses activités à très forte valeur ajoutée, sur sa montée en gamme, ou alors s'appuyer sur les capacités de créativité, qualité et réactivité de ses équipes. Et donc, pour aller et continuer à se développer dans ce sens-là, l'industriel va devoir aller sur des process de qualité totale, donc de zéro défaut et d'excellence opérationnelle, et donc d'amélioration continue. Comment je continue à m'améliorer pour être de plus en plus performant et du coup continuer à avoir des activités à plus forte valeur ajoutée. Ces professionnels-là vont devoir aussi créer les nouveaux dispositifs de collaboration. On n'est plus dans des mondes où on vit entre guillemets tout seul derrière son bureau, on a besoin de collaborer. On le voit aujourd'hui, hein, pour une seule problématique, on a besoin de 10 acteurs, plusieurs speakers. Et du coup, c'est également vrai pour les industriels. On parle d'open innovation, on parle de mobilité, de nouveaux modèles de partenariat. Il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place, qui doivent également leur permettre de valoriser la valeur ajoutée de leurs collaborateurs, les rendre plus autonomes et les incorporer dans la prise de décision. Ça leur permettra d'avoir aussi un meilleur esprit d'engagement. Et c'est également ce qu'on va voir juste après sur les enjeux sociétaux. Et pour finir, en termes d'organisation,
l'entreprise doit être flexible. On l'a vu sur l'évolution des marchés, on demande à une entreprise de produire de manière agile et flexible. On se doute bien que pour qu'elle fonctionne dans ces conditions-là, l'organisation en interne même de l'entreprise doit permettre de s'adapter à cette demande. C'est-à-dire que les opérateurs, les collaborateurs doivent être utilisés au maximum de leur potentiel et là où ils ont vraiment leur valeur ajoutée et être capables d'interagir avec les différentes machines et environnements. Donc, on a vu là 3 enjeux, j'ai envie de dire, qui sont propres à l'entreprise. Comment est-ce qu'elle répond à son marché? Comment est-ce qu'elle se réorganise? Et comment est-ce qu'elle fait rentrer ces nouvelles technologies? Donc ça, c'est propre à cette industrie. Aujourd'hui, on doit faire face aussi à des enjeux plus généraux, notamment des enjeux sociétaux. On se rend compte qu'il faut malheureusement réenchanter l'industrie, féminiser, rajeunir. Enfin, il y a pas mal de missions aussi sur ces thématiques-là. Et l'industrie 4.0, l'industrie du futur, a de bonnes cartes à jouer sur ces secteurs-là. L'entreprise aujourd'hui doit valoriser ses collaborateurs. Même si on parle de technologie ou full techno, on parle à l'humain. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on remet l'humain au centre de l'entreprise. Faire comprendre qu'on ne va pas remplacer quelqu'un uniquement par un robot et que le robot est là, par exemple, pour limiter la pénibilité de la tâche. Alors, voilà, on est vraiment là pour le remettre au centre. L'entreprise doit aussi aujourd'hui dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est intégrer toute sa chaîne de valeur, ses sous-traitants, ses collaborateurs dans l'industrie du futur. Et donc, on se rend compte qu'on peut voilà, toute la chaîne doit être au même niveau d'information et intégrée dans les discussions. Les nouveaux parties prenantes, on a l'habitude de voir les fournisseurs, les clients. Aujourd'hui, l'entreprise prend place dans la ville, souvent, ou dans un écosystème en particulier. On a de nouveaux acteurs, le citoyen, lambda, les municipalités. On parle beaucoup des réseaux sociaux. Et du coup, c'est comment est-ce que l'entreprise va interagir aussi avec ce nouvel écosystème. Donc, l'attractivité, on en a parlé, et du coup, forcément, développer sa politique RSE. Donc, il y a un vrai enjeu sur redorer aussi l'image de l'industrie qui a souffert pendant des années entre guillemets, du pollueur. On voit la cheminée avec les grosses fumées noires. C'est plus ça. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on passe réellement à l'étape d'après. Et pour finir, on ne pouvait pas ne pas en parler, les enjeux environnementaux. En plus, on le voit, hein, aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité avec les aspects énergétiques. Voilà, tout le monde est au courant de ça. Le réchauffement climatique également. Et donc, c'est comment est-ce qu'on continue de produire et comment est-ce qu'on produit mieux, comment est-ce qu'on maîtrise notre matière. Quand je parle de matière, on va parler de matière transformée, de production, mais également des consommables. Ça va être l'énergie, ça va être l'eau, ça va être toutes ces ressources qu'on utilise pour produire quelque chose. Penser cycle de vie, ne plus avoir des produits qu'on jette et qu'on retrouve je ne sais où pendant je ne sais combien d'années et qu'on laissera à nos enfants, petits-enfants et même après. Donc, comment est-ce que la fin de vie est anticipée dès la phase de production? Voilà, donc ça, c'est vraiment sur l'aspect produit. Et il y a également sur l'aspect, on va dire, bâtiment, infrastructure. Comment j'optimise aujourd'hui mon bâtiment avec voilà, de la data, du contrôle automatique, ce type de choses pour être au plus près de la demande et ne pas avoir à gâcher, entre guillemets, cette ressource qui pourrait nous faire défaut. Et donc, ça revient à dire que on souhaite en fait réduire l'empreinte carbone globale de l'industrie dans sa phase de consommation, dans sa phase de production et dans sa phase de fonctionnement. Donc voilà, donc j'ai été relativement rapide pour aborder ces 5 enjeux. En fait, pour moi, hein, c'est ma vision, mais il faut voir l'industrie du futur comme étant une réponse. En fait, ça doit être une réponse à ces enjeux-là. Ces enjeux ne sont pas... Il faut être capable en fait, de traiter l'intégralité de ces enjeux comme un tout. Et du coup, c'est le challenge, le défi qui est proposé à l'industrie du futur.
Pour moi, normalement, c'est bon. Pardon, oui, mon Et je micro était coupé, j'avais repris la parole, mais merci Pardon. Romain pour ton intervention. Et puis, ce panorama sur les différents enjeux pour l'industrie, on a pu tout balayer. Maintenant, on va passer plus précisément aux besoins en digitalisation de la filière. Et avec Hakim Bourala du CETIM, qui est consultant architecte industrie du futur et transformation des entreprises, qui va nous parler plus spécifiquement des briques de transformation qui sont dédiées à l'industrie du futur. Donc, Hakim, je vous donne la main. Merci. Merci Angélique. Bonjour à tous. Merci d'accueillir le CETIM au sein de ce webinaire. Je me présente rapidement. Hakim Bourala, consultant CETIM rattaché à l'équipe du plateau Industrie du futur. Notre équipe explore les nouvelles tendances, attentes et besoins présents et futurs des industriels. C'est ce que nous appelons commencer par mettre le nez à la fenêtre. Et sur cette base d'exploration à 360 degrés, on conçoit, on teste et on industrialise des méthodologies d'accompagnement et de soutien des PME, en particulier pour les aider à prendre la route. On parle beaucoup de route, de l'industrie du futur, et s'y engager, si je peux me permettre l'expression, par la bonne bretelle d'autoroute. On se veut être des PMistes de nature par notre expérience et acteurs du dernier kilomètre dans le déploiement sécurisé des briques de transformation pour finalement en garantir le succès. Notre Graal, c'est permettre aux PME qu'on accompagne de gagner ce petit quart d'heure d'avance qui va leur donner la possibilité de se démarquer, développer de nouveaux produits, process et gagner des nouveaux clients, des nouveaux marchés. Juste, je prends la main. Tac. En préambule, peut-être quelques mots au sujet du CETIM. Le CETIM, Institut technologique de mécanique, a été créé en 1965 à la demande des industriels de la mécanique afin d'apporter aux entreprises des moyens et des compétences pour accroître leur compétitivité, faire le lien important entre recherche et industrie, promouvoir le progrès des techniques, aider à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité. On accompagne des industriels. Ces objectifs sont traduits sous différentes missions d'anticipation, telles que la veille, d'innovation technologique, la R&D, la normalisation, les grands projets de diffusion de l'information et des résultats de l'action collective qui peuvent être régionales ou nationales. Les prestations de services constituent un complément naturel des actions et projets collectifs. Elles sont déclinées en actions de conseil, d'ingénierie et d'essai. Le CETIM se veut être un acteur régional, national, international. Le CETIM dispose d'un effectif de 1100 personnes avec une présence répartie sur l'ensemble du territoire national et des implantations en Afrique, en Asie et plus de 4000 clients actifs à travers le monde. Créé il y a 50 ans par la volonté conjointe de l'État et de la FIM, la Fédération des industries mécaniques, avec un objectif, c'est mutualiser des moyens et des compétences technologiques sur la base d'un financement par taxe affectée. Le CETIM est en France le plus important des CTI, centres techniques industriels. Le CETIM déploie son action autour de 3 axes stratégiques au profit de la mécanique. Un premier axe en R&D, un deuxième en action commerciale et un appui aux PME. Ces actions sont conduites en construisant des points d'appui privilégiés
notamment par le développement de partenariats technologiques, de contrats de partenariat avec les régions et par une application dans les pôles de compétitivité et les comités mécaniques ou encore par un engagement au niveau européen. Mais revenons à notre sujet de briques de transformation en lien avec l'industrie du futur. Les briques de transformation, ça a été évoqué précédemment, s'appuient finalement sur un principe qui consiste à ne plus nous demander ce que nous pouvons faire avec les nouvelles technologies, mais plutôt à nous demander ce que la technologie peut faire pour nous. Comment la transformation peut répondre aux objectifs tels que la durabilité, la prise en compte de l'environnement, l'utilisation d'une technologie centrée sur l'humain et générant un bénéfice social, avec une approche éthique de la technologie pour faire progresser les valeurs et les besoins humains, en bref, une technologie qu'on peut qualifier de socio-centrique. En fait, nous faisons face à des transformations hybrides dans la société dont les grands marqueurs se doivent être pris en compte par l'entreprise industrielle. Transformation hybride en cours dans la société qui lance à l'entreprise de nombreux défis importants à relever. Le climat, les énergies, cela n'a jamais été autant au centre des débats. La transformation des entreprises comme une arène de sport avec de multiples portes d'accès, telles que c'est représenté sur cette slide, permettre aux entreprises d'entrer dans le terrain de jeu, c'est porter 3 regards suivant 7 axes pour structurer la route de la transformation. Un premier regard sur la maturité des fondamentaux opérationnels par rapport à la stratégie actuelle, la richesse humaine, responsabilisation, qualité de vie au travail, travail en équipe, l'excellence opérationnelle, optimisation continue, agilité, organisation, mode de management. Un deuxième regard sur l'ouverture sociétale des nouveaux marchés pour projeter une stratégie future. Cela n'a jamais été autant d'actualité, l'engagement environnemental, la responsabilité sociétale des entreprises. Et finalement, un troisième regard sur les investissements et actions à réaliser pour répondre à une stratégie future, investissement numérique, collecte et exploitation des données, intelligence dans les produits et les process, capacité d'adaptabilité et d'anticipation, investissement physique au niveau robotique, par exemple, interface homme-machine. Nous avons en fait une triple transformation à accompagner, avec une vision écosystème, transformation des modèles d'affaires et des écosystèmes, vision technologique et numérique, transformation digitale des entreprises, et une vision humaine, transformation organisationnelle et managériale des entreprises. Pour cela, on peut s'appuyer sur un mur de briques de transformation au sens large qui va apparaître à l'écran et qui recense 6 leviers de performance regroupés en 19 familles. 6 leviers de performance dont le premier est un levier d'ordre technologique qui va reprendre les procédés de production efficients, les matériaux et traitements de surface innovants et l'assemblage performant. Un second levier lié directement à la production avec l'automatisation, la robotisation, l'optimisation des postes de travail, les maquettes numériques, la maintenance prévisionnelle, la mesure et l'analyse de données tant au niveau du produit que du process, et sans oublier bien entendu la logistique. Un gros levier lié à la data, la collecte des données et le transfert des données, le produit, le process connecté, un quatrième levier qui lui est directement lié à la stratégie, à l'organisation agile et autonome et responsable. D'une manière globale, on est dans le management.
un levier en lien avec la partie organisationnelle, la gestion et le pilotage de l'entreprise, la gestion de production de l'atelier, et un dernier levier de performance lié à la proposition de valeur, les nouveaux modèles économiques, les nouveaux produits, les nouveaux projets, sans oublier l'économie circulaire et la digitalisation de la relation client. Si on peut passer à la slide suivante, merci beaucoup Angélique. On retrouve, et je vais bien entendu vous épargner le descriptif de l'ensemble de ces 79 briques qui sont recensées sur ce mur de briques de transformation. La journée n'y suffirait pas. On notera en fond bleu que le digital et le numérique sont présents partout. On parlait donc d'un terrain de jeu qui est à la convergence de 3 dimensions, humaine, économique et technique. Et la définition de la stratégie et le pilotage agile de sa mise en œuvre viennent quant à eux guider les décisions et contribuer à donner du sens collectif. Dans notre processus, si on pouvait passer à la slide suivante, Angélique, dans notre processus d'accompagnement, qui démarre généralement par une immersion dans l'univers et le contexte de l'entreprise, on amène progressivement les PME à identifier, prioriser, puis à décider des briques de transformation les plus pertinentes à lancer selon son degré de maturité industrielle et son stade de développement. Accompagner les entreprises de l'industrie du futur, c'est également les aider à franchir le dernier kilomètre de la transformation. Est-ce que vous m'entendez, Angélique? Oui, je vous entends. Merci beaucoup. En fait, cela revient à les aider à amorcer et générer le mouvement. Pour cela, nous portons une attention toute particulière dans la sécurisation et l'industrialisation d'une ou plusieurs briques de transformation que l'entreprise aura décidé d'implémenter. C'est ce que nous appelons l'industrialisation d'une brique de transformation 4.0 avec l'aide de nos architectes spécialistes en industrialisation, bien au fait de l'environnement, de l'exigence et des attentes des PME industrielles. Pour terminer, je vous partage un retour d'expérience sur la base d'un échantillon d'entreprises que nous avons accompagné, un échantillon de 1000 entreprises recensées qui laisse apparaître que 45% des briques de transformation déployées sont en lien avec le pilotage des opérations industrielles telles que les ERP, le MES. 25% sont en lien avec l'automatisation et la robotique. 6% sont en lien avec les objets connectés et l'IoT. Le digital, le numérique, est largement en tête des briques les plus sollicitées par les industriels. Sans oublier les nouvelles tendances, tendance vers la digitalisation étendue, autonomie de décision dans les équipes de production, transparence des données à travers l'entreprise, moins de papier dans l'atelier, l'analyse des données dont l'intelligence artificielle pour comprendre le comportement du process et des procédés, avec en transversal la réponse aux enjeux de cybersécurité essentiels pour la pérennité des entreprises. On n'oubliera pas les dernières tendances en lien avec l'impact carbone et énergétique et la sécurisation des approvisionnements. Quelques événements récents nous y font penser. Merci à tous pour votre écoute et merci à Digital 113 pour cette invitation, malgré ces quelques problèmes de connexion, et j'espère que j'ai pu être un minimum audible. Oui, on a eu le fin mot. Bon, bien. Si vous avez des questions d'ailleurs à poser, donc vous avez les deux petites bulles Q et R, questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions à l'écrit. Les intervenants pourront y répondre du coup à l'écrit ou du coup à l'oral à la fin des interventions. Voilà.
Maintenant, nous allons passer du coup à une intervention de Stéphane Blanchard, qui est chargé de mission aéronautique et coordonnateur industrie du futur, qui va nous parler un peu plus de la maturité des entreprises industrielles, notamment avec une étude qu'ils ont menée en région. Bonjour à tous, donc Stéphane Blanchard, merci à Angélique pour proposer cette intervention. Donc l'agence ADOC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'agence de développement économique de la région Occitanie. On a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur développement, tant dans leurs projets d'innovation que financement de leur développement ou développement à l'international. Dans le cadre de l'industrie du futur, la région Occitanie nous a confié une mission de coordination d'un programme lié à l'accompagnement, à la transformation d'entreprises vers l'industrie du futur, qui s'intègre dans une politique nationale que vous connaissez très certainement, qui vise à accompagner 10 000 entreprises dans cette transformation d'ici fin 2022, qui a été prolongée de quelques mois en raison des déboires qu'on a connus, les difficultés des entreprises dues à la période Covid. Donc, on laisse un petit peu plus de temps pour engager cette transformation. L'objet aujourd'hui de mon intervention, donc, je vais vous rappeler rapidement en quoi consiste ce programme-là, et surtout vous faire un petit retour d'expérience des entreprises qui ont déjà réalisé leur première phase d'accompagnement et pour voir ce qu'on peut retirer comme enseignement lié aux besoins des entreprises d'Occitanie, pour le coup, vu que le focus est vraiment sur la région. Donc, c'est une approche qui va être très proche de ce qui a été présenté jusqu'à présent, où on n'a pas retenu exactement les leviers présentés par le référentiel de l'Agence Industrie du Futur et du CETIM, parce qu'on l'a décomposé un peu différemment pour mettre en exergue certains items qui nous semblaient importants, notamment d'entrer au travers de la vision et la stratégie du dirigeant. Bien évidemment, tout ce qui va être l'intégration du numérique, les technologies de production avancée, on est dans l'industrie du futur, donc le but c'est de déployer ces technologies, mais en mettant en exergue, au-delà des performances industrielles et organisationnelles, tout ce qui va être environnemental, humain et le volet performance économique et surtout nouveaux modèles. On voulait en tout cas sensibiliser les entreprises à ces problématiques-là et les inciter à l'étudier lors d'un audit 360. Hop. Voilà, j'arrivais pas à avancer sur la slide suivante, désolé. Donc c'est un parcours qui se fait en deux phases. Une première phase de 5 jours accompagnée et soutenue à 100% de financement par l'État et la région, qui vise à accompagner les entreprises dans l'analyse de leur maturité industrie du futur autour de ces 7 facteurs de transformation, mais également leur donner les clés, en tout cas une feuille de route à 24 mois, des actions prioritaires à mettre en avant. Une seconde phase qui est là pour déployer déjà 3 des actions qui auront été déterminées comme prioritaires lors de la phase 1. Ce sont des accompagnements qui sont réalisés par 7 prestataires référencés par la région, seuls à capacité d'intervenir dans les entreprises régionales. Donc, maintenant, en quelques chiffres, donc un bilan à début juin 2022, donc après un peu plus de 2 ans de programme, vu que le programme a été lancé en mars 2020, donc pas forcément la meilleure période, vous vous en doutez. Donc, à date, ce sont 306 entreprises qui sont rentrées dans le parcours, enfin à juin. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 325 entreprises, dont 181 ont terminé l'accompagnement aujourd'hui. Et parmi ces 180 entreprises ayant terminé leur premier accompagnement phase 1, 63 sont rentrées en phase 2. Donc, on est sur un taux de transformation de 35%. On aurait souhaité que le taux de transformation soit plus important. Certains éléments expliquent cette problématique-là, notamment le temps que cela nécessite, l'engagement des équipes, mais également des problématiques court terme des entreprises, notamment sur du volet financement et trésorerie. Le profil des entreprises qui sont dans le parcours, ce sont des entreprises très majoritairement de moins de 50 salariés. Donc, l'industrie du futur, ce n'est pas orienté pour les ETI ou grandes entreprises, mais bien pour les PME, parce que si on regarde au niveau d'entreprises de moins de 250 salariés, on est sur un niveau de plus de 85% d'entreprises dans ce panel-là, sachant que chez les ETI, parce que le programme est ouvert aux ETI jusqu'à 5000 personnes,
ce sont des sites de production qui sont généralement à taille humaine, mais le capital de l'entreprise fait qu'elle rentre dans la catégorie des ETI. La phase 2, on est sensiblement sur les mêmes profils, avec des tailles d'entreprise peut-être un peu plus importantes, parce qu'avec plus de moyens pour engager une phase 2 plus rapidement. Donc là, c'est très petit, je m'en excuse, mais je vais vous le commenter et vous aurez les slides après. C'est sur les activités des entreprises qui sont rentrées dans le parcours. Donc, on est sur une catégorie très majoritairement d'entreprises qui sont dans le domaine des matériaux et de la mécanique. Hors aéronautique, on a dissocié le volet aéronautique. Donc, on est sur des profils matériaux. C'est très souvent lié, j'ai envie de dire, à de l'économie de proximité, presque, est lié notamment à du BTP, des matériaux de construction, du volet métallique, de la menuiserie, des charpentes, des briques, des tuiles, ce type de profil d'entreprise. L'agroalimentaire également, qui représente une forte proportion d'entreprises qui sont rentrées dans le parcours, et également l'aéronautique. Aéronautique, on est de l'ordre de 41 entreprises qui sont aujourd'hui rentrées dans le parcours, mais à compléter par les entreprises aéronautiques qui ont réalisé le programme Industrie du futur du GIFAS, donc qui ne seront pas dans les statistiques que l'on verra tout à l'heure en suivant. Et ensuite, c'est un petit peu plus diffus du domaine de la santé, des industries traditionnelles dans le domaine du bois ou de la céramique également qui font ce programme-là. Donc là, encore une fois, on n'est pas forcément sur de l'activité de pointe, mais des activités traditionnelles industrielles qui, donc, l'industrie du futur les adresse aussi. Et on va comprendre un petit peu ensuite pour quelles raisons. Au niveau de la répartition territoriale, forte prépondérance sur le domaine de la Haute-Garonne, département industriel qui concentre beaucoup de l'industrie régionale. Également l'Hérault, et on voit le Tarn qui a fait un gros effort, en tout cas de leur tissu industriel, pour être accompagné dans ce parcours-là. Une fois qu'on a vu un peu ce profil d'entreprise, on va s'attarder sur les facteurs de transformation qu'elles ont retenus, et dans chacun de ces facteurs-là, quels sont réellement les leviers ou actions qu'elles souhaitent prioriser. Donc, ce n'est pas nécessairement les actions qu'elles ont retenues pour une phase 2, ce sont les actions qu'elles souhaitent ou qu'elles ont besoin de déployer pour engager leur transformation. C'est qu'une transformation, c'est long, il faudra prioriser les actions, le faire dans le temps, mais c'est ce qui leur manque encore à faire dans le processus de transformation. Donc là, on voit que très principalement et systématiquement, le levier technologique et stratégique rentre en considération. Un objectif du dirigeant d'entreprise qui va s'appuyer sur les technologies pour déployer sa stratégie et mettre en avant tout ce qui va être performance industrielle et organisationnelle. Et du coup, dans une beaucoup moindre mesure, on le voit, les aspects humains malgré tout en lien avec le volet organisationnel, mais tout ce qui va être nouveau modèle ou l'environnement est aujourd'hui pas du tout priorisé par les entreprises. Donc, là, si on revient sur le volet vision et stratégie du dirigeant, ce qui rentre un dirigeant qui rentre dans le parcours, il rentre pour les raisons principales qui vont être d'améliorer leur rentabilité et leur performance avec l'outil existant pour justement gagner en compétitivité et améliorer leur marge. Tous les aspects de diversification, donc développement de nouveaux marchés, quelle que soit la typologie, nouveaux produits, nouveaux marchés, nouveaux territoires. Parce que les technologies, se disent que les technologies de l'industrie du futur leur permettront d'aller aborder ces nouveaux marchés. Les entreprises qui rentrent dans le parcours pour des questions d'investissement, d'amélioration de l'outil de production ou liées à un déménagement, extension d'entreprise, sont finalement beaucoup plus marginales. Donc, un petit problème apparemment de mise en page. Donc là, ce sont sur les leviers technologiques. Les leviers technologiques qui sont retenus par les entreprises. Je vais être en parfait accord avec ce qu'a pu présenter l'intervenant précédent. On est essentiellement sur du volet numérique, transformation numérique et aide au pilotage de l'entreprise.
Et quand on dit aide au pilotage de l'entreprise, c'est développement effectivement ERP, MES, numérisation de tout ce qui va être documentation. C'est refondre du système d'information, parce que les systèmes d'information, on voit que très généralement, ils ne sont pas adaptés pour intégrer de nouveaux logiciels. On a beaucoup d'entreprises aussi à noter que le déploiement de nouvelles ERP, c'est lié aussi à des ERP qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. ERP trop puissants, trop conséquents, pas optimisés, et qui alourdit finalement le pilotage de l'entreprise et qui ont besoin de refondre ça. Sur du volet investissement productif, là pour le coup, on a des retours, une proportion beaucoup moindre que le panel des 1000 entreprises présentées par le CETIM précédemment. On est, nous, de l'ordre, là, je ne vois pas bien, désolé les chiffres, mais on est de l'ordre de même pas 20% d'entreprises qui sont dans ce domaine-là. Sur le volet numérique, à noter aussi le côté traçabilité qui compte aujourd'hui énormément. Et une alerte que j'avais voulu mettre en rouge, mais qui n'est pas bien calée, c'est sur le volet cybersécurité et sécurisation du SI, où seulement 4% des entreprises intègrent ça parmi les actions à prendre en considération sur les 24 mois. C'est-à-dire que les entreprises, elles veulent déployer de nouveaux outils numériques, mais elles ne prennent pas en considération, et dans le même temps, l'aspect sécurité du système d'information, ce qui pour nous est une priorité sur laquelle je pense nous devrons œuvrer dans les mois et années qui viennent, parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté industrielle sans parler de sécurité de nos entreprises. Le volet performance industrielle, on est sur des besoins de pilotage de la performance, mise en place de nouveaux indicateurs, gérer la planification. Et ensuite, de façon vraiment, on le voit, c'est près de 50% qui sont sur du volet pilotage, qui n'ont pas en fait finalement aujourd'hui encore cette notion-là et qui ne l'ont pas encore déployée et qui n'ont pas encore les moyens de l'anticiper en fait. Ce sont des entreprises qui n'ont pas les outils pour le faire, donc ils pilotent finalement à vue et des fois presque annuellement au travers de leur bilan qui n'est pas un outil de pilotage. Je pense que vous le savez très bien. Associé à ça, tout l'aspect organisationnel. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a eu des programmes déjà qui ont été réalisés pour accompagner les entreprises dans leur transformation. Mais finalement, les investissements dans l'outil de production, on pense et on constate que beaucoup d'entreprises les ont réalisés, pas toujours optimisés. Mais par contre, tout ce qui est des actions, ne serait-ce que de lean manufacturing ou de 5S, donc éliminer tout ce qui va être gaspillage, n'ont pas encore été réalisés. Donc ça veut dire qu'on a un outil industriel, on a un outil de production, des machines, mais aujourd'hui, il faut les optimiser avec finalement peu d'investissement en temps, mais qui permettront demain de l'optimiser. Donc ça, c'est peut-être une surprise quelque part, où on pensait que c'est la technologie avant tout, mais en fait, la technologie, sont là où on ne l'a pas, mais ce n'est pas ce qui va rendre des points de compétitivité rapidement et des besoins à court terme des entreprises. L'empreinte environnementale, c'est peu représentatif parce qu'on a vu qu'il y a peu d'entreprises qui finalement le prenaient en considération. Hein. On est moins de 15% d'entreprises qui sont sur ce facteur-là. Et sans surprise, l'aspect optimisation énergétique vient en premier lieu. Tout ce qui est RSE, mais qui est en lien avec l'humain et la qualité de vie au travail. Et ensuite, de façon un peu plus disparate, tout ce qui va être éco-conception, notamment, ou gestion des déchets et recyclage. L'accompagnement humain en lien avec le volet organisationnel, mais des efforts à réaliser par les entreprises parce qu'elles anticipent un déficit de compétences. Donc, il va falloir maintenir les compétences, assurer le transfert des compétences, anticiper des recrutements ou former les équipes en interne pour garder la compétence en interne et former des personnes de plus en plus polyvalents en capacité d'être formés d'autant plus aux nouvelles technologies en plus de leur métier actuel.
Et enfin, alors là, nouveau modèle performance économique, on voit que la priorité n'est pas du tout donnée à ça. Quand on parle de 2%, on est sur de l'ordre de 3-4 entreprises sur 180 qui prennent en considération ça, donc qui imaginent que leur outil de production et leurs équipes et leur transformation leur permettront d'aller proposer de nouveaux services et de nouvelles propositions de valeur à leurs clients. Donc, on est loin de ce que l'on imagine quand on parle d'industrie maintenant 5.0. Je pense qu'il y a des efforts à réaliser à ce niveau. Donc, ce que l'on peut retenir de l'ensemble des retours que l'on a pu avoir, c'est que le besoin en technologie, il est moins sur l'outil de production, mais beaucoup sur la transformation numérique. Et quand on dit transformation numérique, c'est vraiment des outils numériques assez légers et de base, et pas encore sur de l'intelligence artificielle, de l'IoT ou de la valorisation de la donnée. Les entreprises n'ont pas encore la donnée accessible, donc ils doivent mettre en place des outils pour pouvoir capitaliser cette donnée-là et ensuite la valoriser éventuellement. Donc là, on est vraiment sur des étapes progressives à réaliser. Le fameux besoin d'investissement dans l'outil de production qui ressort de ces audits, comme on l'a dit précédemment. On voit que dans l'ensemble des feuilles de route qui ressortent, en fait, c'est le volet performance industrielle et organisationnelle, en premier lieu comme socle, et ensuite les outils technologiques et numériques qui vont venir en appui à ces objectifs-là. Donc, il faut procéder par étapes et avec des outils adaptés et légers pour les entreprises. L'alerte sur le volet cybersécurité. Donc, je pense qu'on ne peut pas déployer le volet numérique sans prendre en considération ces volets sécurité de l'outil informatique. Et donc, la priorité donnée, comme on le disait, sur le volet excellence opérationnelle en premier lieu. Donc l'industrie du futur 4.0 connectée. Il faut encore procéder par étapes, il y a des marges de progression aujourd'hui. Et les leviers environnementaux et nouveaux modèles qui sont peu retenus pour autant, et les crises actuelles nous le démontrent, la compétitivité de demain sera liée à la prise en compte de ces nouveaux modèles et des aspects environnementaux et seront facteurs de différenciation pour pouvoir rester même dans les contrats demain, parce que les donneurs d'ordre l'exigeront de leurs fournisseurs. Je pense que j'en ai fini avant de passer la parole sur un témoignage de Didier Coukil. Peut-être vous rappeler, j'en profite rapidement, vous rappeler la date du 8 décembre prochain du Transfo Digital Day que l'on organise en partenariat notamment avec Digital Future et l'ensemble des Digital 113 et l'ensemble des partenaires aujourd'hui, où on reviendra sur ces besoins des industriels et les réponses que pourront donner au travers d'une convention d'affaires la communauté numérique. Donc, on espère justement que les éléments qu'on vous apporte aujourd'hui vous permettront de préparer pour les entreprises du numérique et de mieux cibler justement les besoins des entreprises pour leur apporter des solutions et des réponses lors de cette journée du 8 décembre. Donc, c'est tout l'objet de l'intervention de ce jour. Merci à tous. Je vous rends la parole. Super. Merci Stéphane pour ton intervention. Et donc, comme tu me disais, c'est important aussi d'avoir un témoignage d'une entreprise industrielle pour voir comment elle opère du coup sa transformation numérique. Du coup, je vais donner la parole à Didier Coukil, qui est le dirigeant de l'entreprise Coukil, qui va vous présenter tout ça. Bonjour à tous et merci Angélique de me passer la parole. Alors, je vais être assez concret. J'ai axé l'intervention sur des exemples concrets de progression d'entreprise et de digitalisation pour avant tout vous montrer que la base chez nous, ça a toujours été l'observation des gens, l'observation du fonctionnement de la société en permanence. Et c'est ce qui fait qu'on apprend petit à petit à progresser, parce que c'est vrai que quand on voit les présentations, ça fait un peu peur, même moi qui vis ça depuis des années, quand on voit tout ça réuni, ça fait un peu peur pour progresser, alors que c'est relativement simple. J'essaie de basculer, voilà. Donc, un rapide historique de la société de 1947 à 2004. 3 générations se sont succédées, on fait de la mécanique de précision. Au départ, c'était plus de l'armurerie,
des moteurs de course, et ça finit sur l'aéronautique. Enfin, ça finit, aujourd'hui, c'est sur l'aéronautique. Donc, de 2004 à 2014, je me suis associé à un financier parce que je suis technicien avant tout. Et un technicien sans un financier, c'est assez compliqué à faire avancer une société. Donc, accompagné avec un fonds d'investissement, on a structuré l'entreprise. On a beaucoup travaillé avec une société qui s'appelle OPO à l'époque et avec qui on a appris à structurer l'entreprise de 2015 à 2022. Donc, on a été repris par des industriels, deux industriels qui avaient réussi dans l'énergie. Et donc, aujourd'hui, on est encore repris à 100% maintenant, c'est-à-dire je ne fais plus partie de l'effectif de Coquille. Je suis là en tant que consultant pour les aider à mettre en place une organisation derrière Coquille, derrière l'histoire Coquille. Donc aujourd'hui, on est détenu à 100% par Tikeo Capital et Nissima. Donc, je démarre directement dans le vif du sujet. En 2000, nous, on a commencé cette révolution en 2000. La réforme des 35 heures en France a été votée et on a été une des premières sociétés de la région à y passer. Donc, on a commencé à créer une organisation avec le personnel en 3-7, avec des planifications assez torturées. Et au bout d'un moment, le manque de motivation du personnel s'est fait ressentir à peu près après 6 mois de cette organisation qui a été un complément des 35 heures pour essayer de compléter les 35 heures. Et donc, les horaires trop contraignantes, la suppression des pauses, etc., a fait qu'on a perdu en personnel, c'est-à-dire on a beaucoup de personnes qui sont parties. À l'époque, on était 45, en un an, on a perdu 20 personnes. On s'est retrouvé à 25. Et au lieu d'essayer de rembaucher, de repartir sur un système complètement en organisation 3-7, etc., on a décidé de commencer à automatiser, de commencer à s'organiser. Donc, on a décidé d'investir chaque fois qu'un employé partait. On a dit on va investir son salaire sur un an et on va structurer l'entreprise, automatiser l'entreprise. On a commencé à standardiser donc, les programmes CN, les outillages, les outils. On a créé un logiciel de gestion d'outils de façon à pouvoir, sans être un professionnel du métier, pouvoir monter un outil dans un attachement, etc. Et on a travaillé en collaboration avec la société Hexagone à l'époque pour créer carrément un logiciel qui aujourd'hui qui est distribué par cette société. On a travaillé avec eux. Donc, on a commencé à structurer et automatiser. Tout ça sur les 10 ans qui ont succédé, donc de 2000 à 2010. On a de plus en plus observé tous les faits et gestes des gens qui travaillaient dans l'entreprise. Chaque fois qu'on attrapait une clé à 2 mètres, eh bien, on la mettait 20 cm. Chaque fois qu'il fallait ouvrir un classeur avec des indications dans le classeur pour monter des pièces, on a dit, bon, on va le mettre en informatique. Et petit à petit, on a organisé la société de façon à pouvoir travailler. Quand il y avait du personnel de jour, on faisait des opérations à forte valeur ajoutée ou avec des opérations manuelles indispensables. Et la nuit, on partait et toutes les nuits, l'entreprise tournait entièrement toute seule avec des pièces, soit avec des métaux durs qui duraient plus longtemps ou des opérations qui ne nécessitaient pas d'intervention humaine. Donc, on a bien défini et bien dit, on met d'un côté les opérations qui peuvent être faites que par des machines et dès qu'il y avait besoin d'intervention humaine, ça, on le planifiait dans la journée. Et on a eu un mode de fonctionnement qui faisait que, petit à petit, les gens arrivaient à faire fonctionner des machines à peu près entre 80 et 90 heures en étant présents 35 heures. Alors qu'en 2000, on n'arrivait pas à faire ça en 3-7. Pourquoi? Parce qu'on a investi dans du matériel, investi dans des idées, beaucoup d'idées, et investi dans de l'organisation derrière. En 2010, quand on a, lors d'un projet d'investissement de 5 axes,
trouver un superviseur d'atelier en passant, parce qu'on fait beaucoup de salons, on va voir beaucoup d'idées à l'extérieur. Et en passant dans une allée, on a vu qu'il y avait un superviseur d'atelier qui se rapprochait un peu de notre moyen de fonctionner. Et on a négocié avec le vendeur de machines qu'il adapte son superviseur d'atelier par rapport à notre moyen de fonctionner. Et surtout qu'il adapte sur toutes les machines. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de dire on va tout mettre dans l'ordinateur, que ce soit les fiches de montage, les fiches de contrôle, les instructions, le suivi, les pointages des heures dans la GPAO, des machines dans la GPAO, le suivi vous verrez après, le suivi de la maintenance préventive. Toutes ces choses-là, on a dit on veut tout mettre dedans et de façon à pouvoir suivre nos machines et que ce soit elles qui nous aident au pilotage et qu'on enlève toutes les opérations en non-valeur ajoutée des opérateurs et qui puissent dégager du temps et dégager surtout des idées à travailler sur les causes des non-conformités, les causes des non-productions, à travailler vraiment à pouvoir dégager leur esprit pour progresser. Dans le développement de ce logiciel, il a permis d'avoir un seul langage sur toutes les machines, quelle que soit la marque et quel que soit le type d'armoire CN. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les programmes aujourd'hui, programmes d'usinage. On voit simplement la page que vous voyez en photo et les gens font avec du cliquer-glisser, travaillent et ne se préoccupent pas si c'est du FANUC, du CMS. Ils ne se préoccupent pas de ça. Dans la représentation graphique des machines et des palettes du magasin d'outils, ils ont tout devant et ils travaillent avec simplement cet écran, quelle que soit la marque de la machine et quelle que soit la marque de la CN. Là, on peut voir en haut à gauche, vous avez le montage des pièces suivant la photo sur l'écran. C'est-à-dire la personne, l'opérateur a son écran et quand il monte la pièce dans la machine, il a les instructions qui apparaissent sur l'écran et qui sont pilotées par rapport à la palette qui est en place. La photo, c'est pareil, on a un contrôle de photo pour le contrôle dimensionnel, mais c'est pareil, il a sa pièce sous les yeux et il fait son contrôle dimensionnel en fonction de la photo qui apparaît. La maintenance préventive, en dessous, on voit que la maintenance préventive est pilotée par les machines, c'est-à-dire qu'au lieu de planifier des maintenances une fois par mois, une fois tous les 2 mois, nous, c'est planifié en heures. Au bout de tant d'heures de fonctionnement, on a des maintenances qui apparaissent avec des photos qui sont prises. On voit en bas à droite la photo d'un groupe hydraulique. Donc, s'il faut entretenir un filtre sur un groupe hydraulique, on a la photo qui apparaît. L'opérateur voit la photo apparaître et ça lui dit merci de changer le filtre sur le groupe hydraulique, par exemple. Donc, ça, c'est des opérations qui sont de l'aide à l'opérateur et à l'opérationnel, et plutôt que et l'opérationnel, comme ça, peut piloter tranquillement sa machine sans se préoccuper est-ce que j'ai bien pointé cette opération, est-ce que dans une semaine je vais le faire, ça apparaît tout seul. En 2012, on a poussé l'automatisation et la gestion des machines en collaboration avec l'entreprise Zeiss qui fait des machines à mesurer tridimensionnelles. En collaboration avec eux, on a voulu faire la correction automatique parce que c'était assez compliqué. Les opérateurs avaient beaucoup de palettes, beaucoup de choses à faire. Et il fallait qu'ils contrôlent, qu'ils puissent intégrer les corrections d'outils dans leur machine. Donc, on a dit, plutôt que de faire de gaver l'opérateur d'opérations à faire à longueur de journée et qu'il en oublie et qu'il soit embêté avec ça, on va, une fois que la machine a usiné la pièce, on prend la machine, on la pose, c'est-à-dire les machines à mesurer sont en libre service de l'entreprise. L'opérateur pose sa pièce sur la machine à mesurer, toujours pareil, avec des instructions sur écran. Il pose sa pièce, il met son numéro d'ordre de fabrication, il envoie la mesure. La machine mesure la pièce et envoie les corrections dans les machines d'usinage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on
dédouane même l'opérateur du fait d'avoir peut-être mal mesuré ou mal interprété une cote. C'est la machine qui mesure et qui envoie les corrections dans la machine d'usinage. Et lui, ce qui le préoccupe, c'est d'organiser sa machine en logistique et de surveiller les dérives de contrôle de façon à pouvoir suivre ses outils et suivre sa productivité et sa logistique. Donc, il se concentre beaucoup plus sur la productivité, puisqu'on on est quand même dans l'industrie, et l'objectif, c'est d'avoir des machines qui ne s'arrêtent jamais, quoi. Je n'arrive pas à changer. Ça y est. En 2016, ça c'est les grosses parties qui ont été faites dans la société. En 2016, avec la participation de la société Bloom, qui nous fournit des lasers dans les machines pour mesurer les outils depuis bientôt 20 ans. Donc, on a installé un logiciel permettant de décider elle-même et de désigner quand un outil est usé, juste par la force exercée sur le moteur de la broche, par exemple. C'est-à-dire on enregistre des efforts quand l'outil est neuf, et au fur et à mesure de sa dégradation, on voit que l'effort est de plus en plus fort, et quand ça arrive à la limite, la machine déclare que son outil est usé. Donc elle ralentit un peu de façon à arriver à la fin de l'usinage, et elle déclare à l'opérateur, il faut que tu me changes l'outil, parce que l'outil est usé. Là aussi, c'est un grand pas en avant parce qu'on a bien progressé, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir une surveillance accrue de l'opérateur vers les usures d'outils, et c'est la machine qui le guide là-dedans. Et en 2019, juste avant le Covid, on avait décidé, sur les 2 années à venir, de se porter un peu plus sur l'automatisation de la programmation, puisqu'on fait des programmes avec des programmeurs qui n'ont pas forcément tous la même façon de programmer, où il faudrait qu'on essaie de standardiser. Donc ça, c'est dans les projets du futur, hein. La standardisation des sites de production du groupe, puisqu'on fait partie d'un groupe avec, il y a 3 usines d'usinage, 3 ateliers d'usinage, et on voudrait essayer de les standardiser. Et grâce au modèle qu'on a sur les machines, on pourrait standardiser beaucoup mieux. La digitalisation des indicateurs et la finalisation de l'interaction homme-machine, telle que le contrôle analytique interactif, c'est-à-dire que de façon à ce que, par exemple, les machines à mesurer, au fur et à mesure de la dérive des outils, puissent se dire contrôle-moi un peu plus de pièces, contrôle-moi un peu moins de pièces si ça ne dérive pas, et que la machine pilote et aide l'opérateur dans la décision de dire je contrôle un peu plus ou je contrôle un peu moins en fonction des dérives que j'ai sur les pièces. Le pilotage des flux automatiques, ça c'est très important parce qu'on a beaucoup tous des gens qui font de l'ordo dans les ateliers, et quand on les regarde marcher, ils font 10 km par jour, mais ils font que bouger des caisses dans un atelier, alors que si on avait un pilotage un peu plus perfectionné dans le flux des pièces, on arriverait à avoir à chaque machine, à savoir quelle pièce il faut qu'on fabrique et quand est-ce qu'il faut qu'on la fasse. Donc, le calcul automatique, je suis perdu, désolé. Ouais, le calcul des besoins et les lancements automatiques, là c'est pareil, hein. On a des gens à la logistique qui font des calculs de besoins tous les jours et qui créent des ordres de fabrication. Tout ça, ça devrait être automatique parce qu'on a beaucoup tendance à gagner en productivité dans les ateliers, mais pas assez dans l'administratif. Donc là, on est en train de se rendre compte qu'on fait encore beaucoup de tableaux Excel, de choses comme ça. Et tout ça, il faut l'arrêter parce que c'est beaucoup de dépenses d'énergie et à la sortie, chacun fait son petit tableau et le jour où la personne change ou est absente, on ne sait plus le suivre. Et tous les indicateurs d'encadrement pour libérer du temps à la résolution de problèmes, surtout l'encadrement, parce qu'on fait vraiment beaucoup d'indicateurs récupérant des choses à la main et en faisant de l'Excel. Et tout ça, on a prévu de le faire dans les années à venir. Voilà, j'ai été très précis sur les choses qu'on a fait parce que pour moi, c'est important de surtout visualiser les entreprises, regarder comment on fonctionne et aller petit à petit parce que c'est vrai que quand on voit les présentations
Moi, je me dis, j'ai un peu peur il faut aller dans la digitalisation, il faut aller dans le 4.0, il faut aller dans l'automatisation, il faut aller. Mais juste, on regarde les gens travailler, en les voyant travailler, on voit là où il faut travailler pour gagner du temps, quoi. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Didier, pour ce témoignage bien concret. Maintenant, on va passer au focus d'initiative en Occitanie, notamment avec la présentation de la plateforme d'expérimentation industrielle PADOC avec Serge Angevin, qui est directeur industrie à Aerospace Valley. Bonjour, donc j'espère que tout le monde m'entend. Bon, c'est toujours difficile de passer après Didier parce que, bon, vu tout ce qu'il a fait, il y a des technologies aujourd'hui qu'on met sur la table, ça fait déjà 10 ans qu'il les a déployées chez lui. Donc, heureusement que toutes les sociétés ne sont pas comme lui, si on peut dire. Donc, il y en a beaucoup qui restent encore à aider. Alors, je vais vous présenter, si ça avance, hop. Voilà, un projet qui s'appelle PADOC. Alors, PADOC, c'est quoi? PADOC, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur. Donc, c'est un projet qui a été lancé sous forme d'appel à projet par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, en 2019. Donc, il y a eu 16 candidatures en France, il y en a 8 qui ont été retenues. Donc, on a fait une cartographie là, des plateformes qui sont au niveau national. Donc, il y en a 4 qui sont portées par le CETIM, avec notre collègue qui a présenté tout à l'heure l'action du CETIM. C'est ce qu'on appelle Quatrium. Donc, on les a dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, Pays de Loire et en région Aura. On a ensuite 4 plateformes qui sont plutôt dans le sud, donc avec Propulse, donc, qui est en Nouvelle-Aquitaine. On a donc Praxis, qui est dans la région PACA, et on en a 2 en Occitanie. Donc, on a donc notre plateforme PADOC dont je vais parler, et également une autre plateforme qui est opérée par Daher, qui a été inaugurée juste hier, en grande pompe par Carole Delga et Étienne Guyot. Qui est plutôt dédié logistique, et on verra donc la complémentarité qui existe entre ces 2 plateformes, l'une étant vraiment très orientée sur la partie logistique, et celle que nous, on est en train de déployer, qui est plutôt, centrée sur l'optimisation industrielle, dont vient de parler en particulier Didier. Alors, cette plateforme, en fait, donc elle a été construite à l'origine. Donc, c'est une idée du pôle Aerospace Valley qui était de dire que nos entreprises elles sont quand même très en retard. On a une pression énorme liée à la compétitivité. Donc, on l'a vu sur nos entreprises, et il fallait que donc on arrive à se transformer pour assurer cette compétitivité-là. Donc, on a vu très vite qu'il fallait essayer d'aider nos entreprises à se transformer. Donc, on a répondu à l'appel à projet. Il y avait plusieurs candidats à cet appel à projet. Plutôt que de se taper dessus, en fait, on a préféré se réunir. Donc, le CEA, Optitech, l'IRT Saint-Exupéry sont venus rejoindre le projet qu'on avait commencé à construire avec la MFJA. Donc, la MFJA, pour ceux qui ne connaissent pas, s'appelle la Maison de l'information Jacqueline Auriol, et c'est le regroupement de toutes les filières de génie mécanique du Grand Toulouse. Donc, tout ce qui était l'IUT avant, donc maintenant s'appelle les BUT. Donc, c'est des DUT en 3 ans. Et les masters et les licences de l'université, le Psytech, c'est l'INSA génie mécanique, c'est les masters de Supaéro. Donc, c'est 1500 étudiants qui sont donc dans une nouvelle université, une nouvelle grande école d'ingénieurs maintenant qui est orientée vers le génie mécanique. Le campus des métiers et des qualifications, donc, dont le projet a servi à se structurer pour devenir un campus d'excellence. Un industriel qui était We Are Industry, parce qu'on voulait avoir une empreinte industrielle, mais on voulait avoir une ETI plutôt qu'un grand groupe avec nous. Et comme ce projet donc, était financé par un PIA 3, il fallait avoir des fonds propres que nous n'avions pas. Et donc, on a demandé à l'Université fédérale de Toulouse de porter le projet. Donc, le porteur officiel du projet, c'est l'Université fédérale de Toulouse. Le projet a été soutenu par la région. Nous sommes associés avec la Chambre de commerce. Donc, nous travaillons en collaboration, bien évidemment, avec l'UMM, les clusters du territoire, avec, bien évidemment, Digital 113. C'est pour ça que nous sommes partenaires aujourd'hui. Le projet donc, a été labellisé par le Premier ministre donc, fin décembre 2021. Il a été conventionné par la BPI donc, au mois de juin, et nous avons la convention avec la région Occitanie qui sera signée après délibération des élus le 21 octobre. Donc en fait, le projet va être doté financièrement à partir du mois de novembre. Alors, ça coince. Voilà. Alors, PADOC, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un lieu
C'est-à-dire on crée une mini-usine au sein de la MFGA, donc au sein de l'université et au sein en fait de l'atelier de la MFGA. On a un atelier de 4000 m², donc, qui est équipé entièrement avec des moyens de production qui sont totalement neufs. Donc, c'est des machines Huron, fraiseuses de tournage, il y a absolument tout un matériel qui est entièrement renouvelé. Et au sein de cet atelier, on crée une mini-usine de 400 m², en fait, dans laquelle on va venir produire des composants. Alors, aujourd'hui, c'est pour ce qu'on appelle un co-brand, c'est-à-dire c'est un petit chariot électrique donc, qui va être motorisé hydrogène, donc, mais c'est à l'échelle d'un prototype, mais on produit à l'échelle 1 des pièces donc, à une cadence très prototypage pour ne pas se mettre en concurrence, bien évidemment, avec des acteurs industriels. Et on en profite pour illustrer toutes les technologies, toutes les briques de l'industrie du futur dans ce processus de fabrication. Donc, ça permet d'être un showroom pour montrer donc, à des entreprises comment on peut venir réunir toutes ces briques pour améliorer la productivité de son outil de production. Alors, on l'a vu, Didier l'a présenté, les interlocuteurs précédents l'ont présenté également. Ça va, donc, j'ai tous les objets connectés qui vous permettent de maintenir votre équipement de manière opérationnelle et éviter les pannes. C'est toute la robotique qui permet de transférer des pièces d'une machine à une autre, de la contrôler automatiquement, de régler vos machines. C'est la partie digitale qui va vous permettre de récupérer toute l'information. Et là, donc, on travaille avec le CEA qui construit ce qu'on appelle le middleware, qui est un logiciel qui est chargé de récupérer toute cette information, de la compatibiliser et de l'interfacer avec des MES ou ERP du marché. Donc, c'est toute cette partie-là qu'on va montrer donc, à des patrons d'entreprise pour leur montrer que ça fonctionne, donc qu'ils le voient à l'échelle 1. C'est la mise en visibilité des offres de solutions du territoire, c'est-à-dire que tous ces matériels vont être amenés par des offres de solutions qui vont tourner, c'est-à-dire qu'un jour c'est l'un, ça peut être la semaine d'après, ça peut être un autre. Donc ça permet de montrer des solutions technologiques, de mettre en visibilité donc, les offreurs de notre territoire, de préférence des offreurs de solutions qui sont, je dirais, avec des solutions qui sont à la taille des PME, qui sont notre cœur de cible. Hein. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des solutions qui sont, je dirais, en décohérence par rapport à leurs moyens financiers. Cette plateforme, donc, étant gérée et coordonnée avec les programmes de transformation, en particulier dont a parlé Stéphane Blanchard, les programmes de transformation de la région, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans des parcours qui vont permettre donc, au programme en particulier de venir illustrer les solutions qui peuvent être proposées par les technologues. Donc, on travaille avec la région, mais on travaille également avec le GIFA, c'est le programme Industrie du futur. On est au sein d'une université. Cette plateforme va permettre également de modifier et de mettre, je dirais, de compatibiliser les programmes de formation de tous les ingénieurs, techniciens et opérateurs donc, pour tout ce qui est l'industrie du futur, pour permettre d'alimenter la transformation dans les entreprises, parce qu'on en a déjà parlé, mais on peut mettre des technologies nouvelles dans les entreprises, mais si on n'a pas les collaborateurs qui arrivent avec les compétences et qui vont bien, que ce soit parce qu'on va les former ce qu'on a ou parce qu'on va embaucher des gens qui ont ces compétences, ça ne marchera pas. Donc, il faut alimenter donc, la transformation avec des compétences. C'est également participer à la montée en compétences des opérateurs. Donc là, on travaille bien évidemment avec les organisations professionnelles du territoire. L'idée, c'est de répertorier un petit peu tout ce qui existe et d'être capable d'offrir à un patron d'entreprise, je dirais, une sorte de marketplace d'offres de formation. Et puis, comme le projet est porté par l'Université fédérale de Toulouse, on a accès à tous les laboratoires de recherche de la place. Donc, et là, il y aura également un gros volet qui va être un volet de recherche et de développement avec le LAS, avec le Centre d'intelligence artificielle de l'ANITI. Donc, on commence à travailler sur des projets qui sont des projets de robots qui sont programmés par des consignes vocales, etc. Je fais assez vite. Donc, en fait, comme je l'ai dit, donc, il y a cinq fonctions de cette plateforme. C'est montrer, donc évidemment, c'est ce que j'expliquais. C'est vraiment une notion de showroom à l'échelle 1, d'une usine qui fabrique pas avec des contraintes de productivité, c'est-à-dire de cadence de production, mais avec des contraintes qui sont des contraintes d'efficacité de son outil industriel pour augmenter l'efficacité de son outil industriel. On l'a vu, on n'est pas dans une période où on va acheter des machines, malgré le fait que l'industrie repart. Difficile d'acheter des machines aujourd'hui. Par contre, faire fonctionner celles qu'on a et les optimiser, faire en sorte qu'elles ne soient jamais en panne et qu'on tourne avec ce qu'on appelle des TRS qui soient le plus proche possible de 100%, c'est plutôt l'objectif des entreprises aujourd'hui. C'est faire une marketplace d'offres de solutions qui vont montrer toutes les solutions techniques qui existent, depuis les startups qui ont parfois des solutions extrêmement intéressantes jusqu'à des sociétés installées. Démontrer, c'est-à-dire que là, on va démontrer que les technologies marchent et on va permettre également donc, à des
les entreprises de venir tester des équipements ou de tester des solutions. C'est formé, donc on a des programmes de formation qui sont des programmes de formation qui sont au sein de l'université, dans les organismes professionnels, qu'on peut centrer autour de l'outil pédagogique de la MFGA. La MFGA, c'est 15 000 m² de surface d'enseignement avec des amphithéâtres, avec 4 amphithéâtres qui permettent de soutenir ces formations-là. L'accompagnement se fait donc en collaboration, bien évidemment, avec les programmes existants. Padox fera une étape des parcours de transformation de la région ou du GIFAS ou des organismes professionnels. Et puis, c'est évidemment, comme je l'ai dit, c'est toute la veille technologique avec donc tester de nouvelles solutions, mais également des colloques, de l'information, des réunions qui permettent de transmettre le savoir qu'on pourra avoir sur toutes ces technologies. Hop. Voilà. Bon, c'est une manière différente de présenter les choses, mais c'était pour illustrer la notion de parcours et donc là vraiment la vitrine. Donc c'est une vitrine technologique. Donc, dans lesquels donc, on illustre des moyens industriels, mais également il y a tout ce qui est de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Toutes les nouvelles technologies seront, je dirais, montrées d'une manière ou d'une autre sur cette plateforme, mais elles seront montrées de manière à les tourner vers l'efficacité. C'est-à-dire qu'on ne montre pas une technologie pour se faire plaisir, on montre une technologie parce qu'elle peut avoir une utilité pour une entreprise et une entreprise de petite taille. Donc, on va le voir, la réalité augmentée peut avoir des tas d'applications pour permettre à des opérateurs de travailler, pour accomplir des gammes d'assemblage sans commettre d'erreurs. On peut avoir des technologies qui ne sont pas chères, qui sont accessibles par des entreprises de petite taille et qui amènent de la productivité, qui amènent de l'efficacité. Les parcours de transformation, donc, ils sont conjoints donc, avec nos partenaires de la région ou des filières industrielles. On travaille avec l'aéronautique, mais on travaille également avec d'autres filières industrielles, en particulier de mobilité terrestre. On travaille avec Totem. On a reçu récemment des gens du BTP, on commence à travailler avec les gens de la santé, donc ce n'est pas exclusivement aéronautique. Et puis, bien évidemment, c'est toutes les technologies nouvelles sur lesquelles également on va travailler. C'est également un dispositif pour attirer les jeunes vers l'industrie. Donc ça, c'est également important. La MFGA donc, se dote d'une halle, je dirais, de démonstration dans laquelle il y a tout un tas d'éléments aéronautiques, des avions, des tronçons de fuselage, des moteurs, des drones, des satellites. Donc là, elle est en cours d'installation, elle sera opérationnelle vers la fin de l'année, dans laquelle on va venir amener les jeunes pour leur faire visiter à partir de la 4e, leur montrer ce que c'est l'aéronautique. Alors là, c'est vraiment focus aéronautique. Et il y a également un simulateur de vol, et également faire en sorte que ça les attire et que ça les amène vers cette industrie. Et derrière, on va montrer la manière dont c'est fabriqué. Donc, encore une fois, les 4000 m² d'atelier, donc avec une trentaine de machines-outils, les technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, des moyens pédagogiques importants. C'est une marketplace également pour toutes les offres de formation. Encore une fois, donc, on travaille en partenariat donc, avec le monde universitaire et le monde professionnel pour permettre de maqueter ou de cartographier toutes ces formations et puis d'orienter les entreprises vers les bonnes formations. Et puis, on travaille également avec le club offre de solutions de la CCI, mais on va également travailler avec les offres de solutions du territoire. On travaille également avec la filière CIF, la solution pour l'industrie du futur au niveau national. L'idée, c'est vraiment de détecter les solutions qui peuvent avoir des intérêts pour les entreprises, de les mettre donc en visibilité sur la plateforme et de permettre aux entreprises d'y avoir accès. Alors, économiquement, c'est un programme qui est subventionné donc, par la région et par l'État, donc à hauteur de 7 millions, 3,5 millions chacun, avec 75% de subvention et 25% d'avance remboursable. C'est un budget total de 17,5 millions. Il y a 8 millions d'invest à peu près qui sont prévus. Il y a du chiffre d'affaires parce que c'est un PIA3, donc c'est porté par la BPI, donc il faut avoir une activité commerciale. Donc on verra qu'on vendra, je dirais, de la formation. On verra vendra de l'information et puis de l'assistance pour faire des POC sur la plateforme. On vise à peu près 200 entreprises à transformer sur la période de 5 ans et c'est une quinzaine de personnes qui sont déjà en cours d'embauche sur la plateforme pour toutes les fonctions dont la plateforme va avoir besoin, qui sont des fonctions technologiques, des fonctions d'accompagnement, des fonctions d'encadrement sur la partie formation, etc. L'idée vraiment, c'est d'arriver à créer un lieu. Donc, je rappelle que le lieu, c'est la MFGA. C'est également à côté du B612 avec l'IRT, avec le pôle aérospace Valais. C'est en face du CRIT, donc avec tous les matériaux, enfin tous les laboratoires de caractérisation des matériaux. Donc, on a vraiment, un centre technologique qui est en train de se constituer, dans lequel il va y avoir énormément de connaissances et de compétences. L'idée, c'est de faire venir les entreprises là-dedans et donc d'interfacer, de rencontrer les étudiants, rencontrer les enseignants, donc de commencer à mixer ces milieux-là et également venir rajouter tout ce qui est la recherche et le développement
avec tous les labos de la place publique, l'ONERA, le LAS, l'ANITI, de manière à fusionner un petit peu ces trois aspects et faire en sorte que de là, on motive les jeunes à aller vers l'industrie, on distribue des bonnes compétences dans les entreprises, on essaie de finir de convaincre les entreprises qu'il faut aller vers ces transformations parce que c'est là où elles trouveront leur efficacité industrielle et de regarder un petit peu ce qui va se passer demain, donc les technologies du futur et voir leur utilité. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et j'en ai fini. Et merci. Merci Serge pour ton intervention. Et du coup, on pourra poursuivre aussi les échanges sur le format Starting Lab pour aller plus loin, ce qui se fait dans les laboratoires de recherche aussi. Ce sera un autre format de Digitalis Future. Et maintenant, nous allons passer du coup à l'intervention de Genvia avec Yann Herman, qui va nous parler un peu plus de Genvia et de la filière hydrogène notamment. Je te laisse la main, Yann. Donc, rebonjour. Hein. Merci Angélique de m'avoir proposé cette intervention. Donc, Yann Herman, je suis responsable de la digitalisation des lignes de production Genvia. Donc, avant de vous présenter Genvia, de parler des défis de la Gigafactory et des principaux enjeux numériques, je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte sur la filière hydrogène. Tu arrives à prendre la main? Oui. Oui, il y a un peu de latence. Donc, vous avez probablement entendu parler des besoins de décarboner l'industrie et notamment des 6 milliards d'euros du plan France 2030 pour accélérer ce programme. Donc, aujourd'hui, on estime les émissions industrielles de CO2 à un quart des émissions de CO2 de la planète. Et parmi ces émissions industrielles, on a notamment les filières de la métallurgie, de la cimenterie et de la chimie qui en émettent une grande partie, autour de 70%. Donc, il est important pour ces industries de transformer leurs procédés au plus vite, évidemment. Et donc, si on prend l'exemple des aciéries, elles développent aujourd'hui des procédés qui visent à remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène décarboné. Tout ça afin d'alimenter les hauts fourneaux. Donc, l'utilisation de cet hydrogène va leur permettre de rejeter moins de carbone dans l'atmosphère au final. Donc, quant aux cimenteries, elles sont en train de développer des procédés qui leur permettent de produire des carburants de synthèse en recombinant le CO2 émis lors de la combustion de carburant avec de l'hydrogène décarboné. Donc, on se trouve là dans une approche un peu qu'on peut qualifier de circulaire, puisque ce carburant de synthèse, c'est ensuite réutilisé dans le procédé de combustion. Donc, on voit bien que l'hydrogène décarboné est au cœur de la stratégie de décarbonation de l'industrie, que ce soit en France ou au niveau mondial. Et par contre, pour que cette stratégie fonctionne, il faut bien évidemment que cet hydrogène décarboné puisse être produit à un prix compétitif. Et c'est justement là cet objectif que Genvia s'est donné lors de sa création il y a maintenant 1 an et demi. Donc, je vais vous parler un petit peu de Genvia et de sa genèse. Donc, Genvia fabrique une nouvelle génération d'électrolyseurs qui produisent de l'hydrogène décarboné avec un meilleur rendement que ce qui existe sur le marché. C'est d'ailleurs ce rendement élevé qui va nous permettre de baisser les coûts de production d'hydrogène une fois que les électrolyseurs seront produits en masse. Donc, comme vous pouvez voir, Genvia est une société commune qui regroupe 5 partenaires. Donc, vous pouvez voir les logos ici. Donc, il y a 3 partenaires privés avec Schlumberger Nouvelles Énergies, Vinci et le cimentier Vicat, ainsi que 2 partenaires publics avec le CEA et la région Occitanie. Donc, le siège et l'usine de Genvia se trouvent à Béziers, sur le site de Schlumberger Cameron. La R&D, elle, est faite à Grenoble pour rester proche du CEA Liten, qui est à l'origine de la technologie d'électrolyse à haute température, donc une technologie que le CEA développe déjà depuis une quinzaine d'années. Et enfin, l'ingénierie système est faite au niveau de Paris, sur le site historique d'ingénierie de Schlumberger. Donc, ce que vous voyez là, c'est un bref aperçu de la feuille de route de Genvia. Donc, elle est composée d'une première phase qui va durer jusqu'à fin 2024. Donc, l'objectif de cette phase, c'est de rendre mature la technologie en l'industrialisant et en la déployant sur des sites pilotes avec des premiers partenaires. Donc, aujourd'hui, à Béziers, nous produisons des stacks. Vous en voyez un ici en photo, là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stack? En fait, c'est le composant de base
des futurs électrolyseurs, puisque c'est là où finalement les réactions électrochimiques se produisent. Hein. C'est là où on casse la molécule d'eau pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc les stacks sont ensuite assemblés en modules pour gagner en puissance, qui à leur tour sont assemblés en système, et c'est ce système qu'on appelle finalement l'électrolyseur. Donc les modules et les systèmes sont encore en cours de design à l'heure où je parle. Donc la deuxième phase du projet commencera elle, en 2025 avec la mise en place progressive d'une usine avec plusieurs lignes qui produiront l'équivalent d'1 gigawatt d'équipement d'ici 2030. Et c'est lorsque cette puissance d'1 gigawatt sera atteinte qu'on pourra vraiment parler de gigafactory. Et sur ce slide, vous pouvez voir notamment les premiers partenaires qui sont impliqués dans les projets pilotes dont je vous parlais. On retrouve EDF qui travaille sur un projet pilote avec le cimentier Vicat. Et on a également 2 projets pilotes avec les aciéries Swiss Steel, donc une compagnie suisse, et ArcelorMittal qui lui a un site en Occitanie. Donc là, je vais vous donner maintenant un petit aperçu du contexte digital de Genvia. Donc, dans le diagramme que vous voyez, je présente les différents acteurs qui développent des applications et des services qui tournent soit dans l'Edge, soit dans le cloud. Et dans le cloud, ça sera du coup la plateforme numérique Genvia qui est utilisée, on va dire. Et parmi ces acteurs, donc, on y retrouve les opérations, donc sur la gauche, avec les électrolyseurs qui sont déployés dans les sites clients. On y retrouve également le manufacturing, l'ingénierie, les équipes de business development, qui travaillent sur les études amont, hein, quand un client a besoin de produire de l'hydrogène. Et enfin, nos partenaires qui sont fournisseurs de solutions numériques. Donc, le rôle de la plateforme digitale Genvia, en fait, est d'assurer avant tout une continuité numérique entre les différentes phases, hein, donc la phase de design de l'électrolyseur jusqu'à son utilisation chez le client, et tout ça en passant bien évidemment par la phase de fabrication. Donc, vous l'aurez compris, la donnée est au cœur de la stratégie de Genvia. Et c'est pour cela que nous avons besoin de partenaires pour nous aider justement à exploiter cette donnée au mieux. La plateforme sera d'ailleurs ouverte aux partenaires qui voudront bien nous rejoindre pour nous aider à optimiser notre outil de production ou à réduire notre empreinte environnementale. Donc, je vais maintenant me focaliser un petit peu sur l'aspect manufacturing et notamment les enjeux qui sont associés à la Gigafactory, parce que finalement, ça représente le focus principal de l'activité de Genvia en Occitanie. Donc, comme vous pouvez le voir, la route vers la Gigafactory est encore longue, puisqu'il est prévu de la livrer d'ici 2030. Par contre, les échéances pour y parvenir arrivent relativement vite. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps pour avoir notre première ligne pilote opérationnelle sur Béziers au mois d'octobre. Donc, cette ligne fabriquera les stacks dont je vous ai parlé sur la planche précédente. Donc, l'objectif de ce schéma est de vous donner aussi une idée du changement d'échelle entre ce qui existe aujourd'hui et ce que l'on va devoir construire d'ici 2030. Donc, au niveau de la Gigafactory, si on considère par exemple que l'encombrement des machines, on estime cet encombrement à un peu plus de 2 hectares. Donc, ici, il y a également d'autres chiffres hein, pour vous donner une meilleure idée de ce que cela représente. Ça veut dire plus d'une douzaine de lignes, plus de 150 stations connectées et l'acquisition en temps réel de plus d'1 million de tags. Donc, le premier enjeu pour créer cette Gigafactory se situe bien évidemment au niveau du déploiement de ces lignes. À partir de 2027, il faudra qu'on puisse déployer une ligne tous les trimestres, alors qu'aujourd'hui, le temps moyen dans l'industrie tourne plutôt autour de 6 mois pour ce type de ligne. Et après 2030, il faudra changer de braquet, parce que pour atteindre le marché mondial que l'on vise, il faudra déployer une nouvelle ligne toutes les semaines. Donc, il faudra vraiment changer de paradigme de déploiement. Donc, à ce défi de déploiement va s'ajouter de nombreux autres défis. Il va falloir, par exemple, être en mesure d'apporter de l'amélioration continue, que ce soit au niveau des produits, au niveau des procédés de fabrication. Cela veut dire aussi que notre système de production devra pouvoir gérer plusieurs versions de produits, plusieurs versions de machines en parallèle,
tout en maintenant une traçabilité irréprochable et en assurant bien évidemment une cybersécurité de tous les instants. Donc, on est convaincu qu'on ne pourra atteindre ces objectifs que si on bouscule les codes établis et dès le début, et qu'on utilise les principes de flexibilité et d'agilité de l'industrie 4.0 que M. Métillon a très bien décrit lors de la présentation de l'UMM. Une des fonctionnalités que l'on vise plus particulièrement est celle du plug and produce. Donc, l'idée derrière cette fonctionnalité, elle est relativement simple. Lorsqu'on vient connecter une nouvelle machine au système de production, la machine doit être suffisamment intelligente pour s'identifier et déclarer ses capacités. Et cela permet alors au système de production de prendre en compte automatiquement ces nouvelles capacités pour planifier les prochains ordres de fabrication. Donc, avec Genvia, on va dire qu'on a la chance de partir d'une page blanche et donc de mettre en place une architecture qui répond à ces nouveaux besoins. Donc, la première chose qu'on a faite lorsqu'on a démarré le projet, notamment la partie digitale, c'est vraiment de modéliser le système de production dans son ensemble. Et de notre point de vue, un système de production ne se réduit pas à la ligne de fabrication et à un ERP. Il contient également tous les sous-systèmes qui sont listés ici. Et encore, il en manque quelques-uns. On y retrouve évidemment le MES qui sert de chef d'orchestre pour toutes les machines qui se trouvent sur la ligne de fabrication, mais aussi des modules que l'on retrouve traditionnellement dans l'ERP, comme le WMS pour la partie logistique, le CMMS ou GMAO pour la maintenance des équipements. Donc, pour la méthode traditionnelle pour développer un tel système est généralement de prendre toute la suite logicielle d'un intégrateur pour couvrir les couches, on va dire 1, 2 et 3 du modèle ISA 95. C'est ce qu'on appelle une architecture pyramidale. Donc, en général, les protocoles utilisés dans ces couches sont propriétaires et il est donc difficile d'introduire des améliorations ou de nouvelles applications. Donc, on a essayé dans Genvia de s'écarter de cette approche et avons décidé de baser le système de production autour du concept d'UNS, qu'on appelle aussi Unified Namespace. Donc, l'idée de cette UNS, en fait, c'est qu'il représente à tout moment l'état instantané et ordonné du système de production et qui propose un langage commun à toutes les machines et aux applications de business qui veulent s'y connecter. Donc, c'est une architecture qui est orientée événement. Elle permet de découpler les systèmes qui produisent de la donnée des systèmes qui consomment cette donnée. Et donc, ça nous permet de rajouter des nouveaux systèmes sans vraiment perturber l'existant. Donc, en gros, si on résume le système de production Genvia, c'est avant tout un système modulaire qui permet l'interopérabilité du coup entre les modules qui le composent. Et lorsqu'on ajoute un module à ce système, on s'assure qu'il est interchangeable. Alors, on doit pouvoir facilement le remplacer par une solution qui serait meilleure. Donc, c'est cette qualité-là qui nous permettra d'innover en continu et de rester finalement compétitif. Donc, pour ceux qui veulent en connaître un peu plus sur notre architecture, je vous invite à vous inscrire au webinaire que nous organisons le 15 novembre. Donc, je pense qu'Angélique redonnera les heures précises en fin de webinaire. Et du coup, on ira finalement un peu plus en détail sur les enjeux numériques autour de la Gigafactory. On présentera aussi le type de solutions et de partenariats que nous recherchons. On aura également une visite prévue fin novembre, donc le 29, sur le site de Béziers. Et puis, comme le nombre de places sera limité, si ça vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire. Et puis, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Yann pour ton intervention. Voilà, pensez à bien vous inscrire à la newsletter, surtout pour recevoir prochainement les liens d'inscription ne sont pas encore en ligne, mais ça ne saurait tarder. Maintenant, donc, on a fait à peu près le tour de tous nos intervenants. Place à la conclusion, du coup, avec Eric Mendizabal, qui est vice-président et directeur de programme chez CGI et qui va nous faire un petit résumé de toutes les interventions de ce matin. Du coup, Eric, Angélique. je te donne la main. Merci. Voilà, donc, bonjour à toutes et à tous. Eric Mendizabal, comme vient de dire Angélique, directeur de programme dans le domaine du manufacturing chez CGI, une entreprise de services du numérique, ceux qui ne me connaîtraient pas.
Alors, on a eu de nombreuses interventions ce matin très inspirantes, et des présentations de qualité. J'essaie d'avancer. Voilà. Et donc, je pense voilà, vous avez tous compris les enjeux auxquels l'industrie doit faire face actuellement, dans un contexte notamment post-pandémique, hein, où l'industrie a été fortement impactée avec un recul d'activité, de nombreuses difficultés, des variabilités, une volatilité de la demande et une reprise qui génère d'autres difficultés, notamment en termes d'approvisionnement. On rajoute à ça des exigences environnementales auxquelles l'entreprise doit faire face pour réduire son empreinte carbone, une envolée des coûts de l'énergie et un troisième volet autour des talents, une dimension RH avec aussi un challenge d'attractivité de l'industrie chez les jeunes. On se retrouve donc avec une industrie qui est dans une dynamique d'adaptation, avec des enjeux en termes de reconfiguration de la supply chain, de déglobalisation, pour pouvoir réduire les risques, augmenter sa résilience et continuer à démontrer une performance au meilleur niveau. Évidemment, on est également dans un contexte technologique, dans le cadre notamment de Digital is Future, et on se rend compte, on l'a bien vu hein, au travers des exemples d'industrie 4.0 avec Yann ou un petit peu plus tôt avec l'intervention de Didier Coquille, une convergence de la technologie d'information, l'IT, et des technologies opérationnelles qui amène une accélération de l'innovation, toujours dans cette dynamique de performance. Donc, on peut dire véritablement que on a de nombreux enjeux, que le numérique est central et que les industries leaders de demain vont tendre vers une production qui va être de plus en plus automatisée et connectée également avec ses réseaux de distribution. Une dimension locale, certainement, qui va s'accélérer, d'où les enjeux également de réindustrialisation que l'on a pu citer dans les premières interventions de cette journée, un focus sur l'innovation et donc également des investissements qui vont s'avérer nécessaires dans la technologie. Alors, évidemment, le numérique apporte un ensemble de réponses, sans chercher à être exhaustif, et on va retrouver sur ce slide bon nombre des briques technologiques qui viennent répondre à ces différents enjeux, en termes notamment de pilotage intégré de la production. On le voit avec la brique en haut à gauche, hein, les ERP, Enterprise Resource Planning, qui vont véritablement permettre de piloter l'ensemble des données de l'entreprise, de connecter les acteurs, de fluidifier et de fiabiliser les échanges pour aller gagner en performance. On a également la brique de production qui va venir également se connecter aux ERP. On va retrouver ici des thématiques comme la continuité numérique, partir depuis le bureau d'études, depuis la conception jusqu'à la production et même en allant un cran plus loin, hein, jusqu'au service que l'on peut mettre autour des produits, avec un pilotage des lignes de production en temps réel, avec des solutions de type MES, qui vont permettre évidemment de piloter des machines, mais aussi et surtout des hommes, pour pouvoir affecter les tâches aux différents opérateurs en fonction de leurs compétences également, de pouvoir faciliter l'identification d'aléas et de permettre une résolution avec un maximum de réactivité en collaborant entre l'ensemble des différents acteurs de l'entreprise. On trouve ici aussi, et on l'a bien vu, Yann en parlait juste avant, de nombreux capteurs. Donc, on va arriver sur des solutions de type 5G, par exemple, qui sont émergentes et qui arrivent de plus en plus dans l'entreprise. Une capacité à configurer les machines pour répondre aux besoins de production, des outils connectés, et tout ceci également dans des environnements qui doivent être de plus en plus sécurisés. On est véritablement face à un réel enjeu également de cybersécurité, de plus en plus de données, de plus en plus de numérique au sein des outils de production. Et donc, il faut faire face au risque d'attaque, parce que le risque d'attaque, c'est de l'arrêt de production. Et donc, évidemment, c'est extrêmement impactant pour les différentes entreprises. Et donc, on en a beaucoup parlé. Hein. J'ai indiqué les ERP, la production. On génère de la donnée au travers de l'ensemble de l'entreprise et elle doit contribuer à la performance de l'entreprise. Donc, il faut qu'on ait une information qui soit transverse, qui ait du sens, qui soit à jour également et qui va véritablement pouvoir supporter l'aide à la décision.
Elle va également permettre, au travers de fonctionnalités comme de l'intelligence artificielle, de naviguer, on va dire, dans des volumes de données qui peuvent parfois être extrêmement importants, et également optimiser la production, mais également optimiser la facette environnementale pour pouvoir mieux travailler sur le pilotage de l'empreinte carbone. Les solutions dont on a parlé sont capables de piloter l'empreinte carbone de la production en fonction également des effets sur le transport, sur la production en elle-même au sein des usines et dans les lignes, de chercher à réduire les consommations, mais aussi d'optimiser. Typiquement, des solutions d'intelligence artificielle vont pouvoir amener un regard sur une capacité à réduire les consommations de consommables, par exemple, mais également pouvoir mieux découper les pièces, on va dire, dans les matières premières, et donc travailler sur une réduction des rebuts. Donc, ici, on pourrait citer encore bien d'autres cas d'usage et des solutions digitales qui confirment vraiment ce rôle central du numérique dans les usines, avec les outils de production, avec les systèmes d'information aussi qui doivent contribuer d'ailleurs aux différents enjeux auxquels fait face l'industrie actuellement. Alors, beaucoup de solutions qui peuvent aussi intimider parfois. Donc, chacun des acteurs va devoir venir piocher dans ces différentes briques technologiques. Et donc, on cherche véritablement à avoir une approche de transformation qui se veuille pragmatique. Chaque filière a ses spécificités. Évidemment, en Occitanie, on parle beaucoup d'aéronautique, d'agri-agro, mais on pourrait citer la pharmacie, le ferroviaire et bien d'autres. Et chacune des filières a des maturités et des besoins en numérique qui diffèrent. Et donc, s'engager dans cette transformation numérique ne peut pas se faire de manière dogmatique. On doit véritablement aller sur le terrain, comprendre les objectifs, comprendre les processus, les procédures, les difficultés qui sont rencontrées pour chacun des acteurs et définir des trajectoires de transformation qui vont véritablement s'adapter de manière la plus agile possible, la plus itérative possible aux objectifs de l'entreprise et donc être en capacité à avoir un engagement de l'ensemble de l'entreprise et de pouvoir mesurer les apports du numérique. Sur ce slide, je veux également faire un focus particulier parce que, je le disais, on va adresser parfois les peurs dans l'entreprise, les peurs également des différents acteurs. Et la conduite du changement est véritablement clé dans le cadre de ces déploiements de stratégies de digitalisation. Et il faut, dès les premières étapes de la mise en place des systèmes, être en capacité à embarquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise, à embarquer les opérateurs, véritablement à être en proximité, à former, à communiquer, à les embarquer complètement dans cette dynamique de transformation pour pouvoir réellement en faire un succès, parce que le numérique se veut un accélérateur de la transition, de la performance, et ça ne doit en aucun cas être un frein. Alors, oui, pour conclure, je pense que l'on peut dire que le numérique occupe une place grandissante tant dans nos vies personnelles et professionnelles, mais au niveau de l'industrie, il est clairement au cœur des enjeux. Il doit vraiment, comme je le disais juste avant, être un accélérateur. Il va adresser 3 axes majeurs de l'industrie du futur. Évidemment, la performance de l'industrie. Une industrie qui va être en capacité à tenir ses délais de livraison, à agir de manière optimale sur son triptyque coût-qualité-délai, pour véritablement également embarquer l'ensemble des acteurs de la chaîne industrielle, depuis les fournisseurs jusqu'aux clients, et en embarquant également en interne l'ensemble des fonctions de l'entreprise, que ces fonctions et ces moyens soient humains ou soient digitalisés. Je pense aux différentes machines, aux robots également. On va tendre également vers une entreprise agile qui est capable de s'adapter à la demande, de s'adapter également aux variabilités, de se reconfigurer rapidement. Et pour faire preuve de cette agilité, la collaboration est clé. Et elle va s'appuyer sur des plateformes qui permettent à l'information de circuler de la manière la plus efficace possible. Elle va faciliter la communication entre les différents acteurs et fluidifier les échanges avec l'ensemble de l'écosystème interne, comme je le disais,
et externes à l'entreprise. Enfin, troisième volet, l'humain et la responsabilité. Cette entreprise du futur, elle réserve une place centrale à l'humain. On va se mettre dans des contextes d'organisation apprenante dans laquelle on va chercher à avoir des salariés polyvalents, qui travaillent en équipe multifonctionnelle à la résolution de problèmes, qui vont disposer de la bonne information au bon moment pour prendre les meilleures décisions et qui vont s'appuyer également sur l'automatisation, la robotisation pour contribuer à réduire à la pénibilité du travail, limiter les risques d'accident, éliminer des tâches répétitives qui vont permettre aux collaborateurs de se focaliser sur les tâches à haute valeur ajoutée. Donc, on est véritablement dans une évolution de l'industrie qui s'appuie fortement sur l'outil numérique. On tend vers une industrie de plus en plus globale qui va accentuer l'intégration entre les humains, les machines, le numérique et l'environnement. On est déjà en train de parler des prémices d'une industrie 5.0 qui va être l'étape d'évolution supplémentaire. Et donc, je dirais que, pour conclure, en ce sens, le numérique est véritablement central. Il constitue un passage nécessaire et c'est un réel levier de croissance pour l'industrie. Et nous sommes ravis d'accompagner les différentes entreprises dans cette évolution vers le digital. Je vous remercie à tous pour votre écoute et je te laisse la main, Angélique, pour terminer cette session. Merci beaucoup, Eric, pour cette synthèse de la matinée. Du coup, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Les intervenants pourront y répondre en direct à la suite. Donc, pour la suite du programme Digitalis Futur, donc on aura le prochain rendez-vous qui est le 11 octobre. Donc, c'est le cap numérique. Donc là, ce sera un webinaire où on aura 7 entreprises, 7 offres de solutions numériques qui présenteront un cas d'usage pour répondre aux besoins des entreprises industrielles, donc un cas d'usage concret. Donc, je vous invite à vous inscrire. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc vous avez le lien ci-dessous, donc digital-x-futur.digital113.fr. C'est la plateforme sur laquelle vous retrouverez tous les événements du programme Digitalis Futur. Vous retrouverez aussi les replays, notamment le replay du Filière Explorer qui sera en ligne d'ici quelques jours, à voir ou à revoir. Ensuite, vous allez retrouver sur la plateforme aussi les prochains événements de Factory, donc des ateliers thématiques qui auront lieu entre octobre et décembre. On en aura un notamment sur la sécurité industrielle ou sur la maintenance prédictive, donc avec des sujets plus focus. Enfin, comme l'a présenté Yann, donc le 15 novembre, on aura un webinaire avec Genvia qui développera un peu plus sur la Gigafactory et ses besoins en partenariat. Le 22 novembre, on a le format Start in Lab, donc c'est pour aller voir ce qui se fait en termes de projets de recherche. Donc, on aura tous les partenaires académiques qui interviendront sur une matinée le 22 novembre qui sera en présentiel sur Toulouse. Et le 29 novembre, donc, comme l'a précisé Yann, donc une visite de l'usine Genvia. Le 8 décembre, on aura en fin de saison donc la conférence et le Business Maker, qui est la convention d'affaires du coup, qui permet de faire des rendez-vous B2B entre les offres de solutions et les entreprises industrielles. Ces deux événements seront inclus dans l'événement Transformation Digital Day qui est organisé par ADOC, qui sera un événement sur toute une journée avec plein d'autres interventions tout au long de la journée. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Je regardais le chat, excusez-moi, en même temps s'il y avait des questions. Mais nous n'en avons pas, donc n'hésitez pas après à me contacter normalement par mail si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Je serai à votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains événements de Digitalis Futur. Merci. Merci à nos intervenants, merci aux participants qui ont suivi le webinaire. À très bientôt.